avec le premier sujet. Parlons melasse. Vincent. Regarde ça. Écoute, parce qu'il faut changer les idées de ce temps-là, puis comme la bibliothèque est fermée, c'est difficile d'avoir accès à de la littérature. Fait que je me tourne vers Wikipédia. C'est des articles de presse, entre autres. Fait que je fais de la lecture là-dessus. Puis, je suis tombé sur un événement historique tragique qui est arrivé dans le nord de Boston en 1919 qui s'appelle, dans le jargon, on appelle ça le Boston Molassacre, le massacre à la mélasse, on va dire ça, de Boston. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas, ça vous dit absolument rien. C'est franchement, en tout cas, moi je suis tombé là-dessus, je trouve ça quand même intéressant. L'action se situe, messieurs, à moins de 1 km du TD Garden. Fait que si vous êtes déjà allé à Boston, vous pouvez vous situer, c'est dans la portion quartier italien de Boston, là, un peu plus dans le nord. À l'époque, il y avait une distillerie qui s'appelait le Purity Distilling Company, qui était une propriété d'une compagnie américaine de production d'alcool. Fait qu'on est en 1919, on est à la veille de la prohibition à ce moment-là, mais à la fin de la guerre aussi. Par contre, la mélasse, qui est particulier, ne servait pas pour produire de l'alcool, pour boire, mais vraiment faire soit de l'éthanol ou de l'alcool à friction. Et même certains composés chimiques qui rentraient dans la fabrication de munitions. Ça, j'ai appris ça, je savais pas ça. Oh, ouais. Disons qu'on faisait de la distillation de ce genre de sucre-là pour produire certains composés chimiques dans les munitions. Mais je suis content que la mélasse sert à d'autres choses que des biscuits à mélasse, parce que, pour vrai... J'ai appris ça aussi. En tout cas, à l'époque, je sais pas aujourd'hui si c'est encore le cas, mais en 1919, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, la mélasse provenait évidemment des pays du Sud, donc des Caraïbes. Ça arrivait par bateau, puis bon, pour contenir tout ça, il avait fabriqué à cet endroit-là un immense tank pour emmagasiner toute la mélasse qui arrivait, évidemment. Pour vous donner une idée, là, la tank en question avait 50 pieds de haut puis 90 pieds de diamètre. Fait que c'est quand même assez imposant. On parle d'une capacité de 3 piscines olympiques de mélasse que ça pouvait contenir. Attends. Laisse-moi deviner. Est-ce que ça a explosé? Ça l'a pas explosé tout à fait. L'histoire en tant que telle, c'est que quelques jours auparavant, il y a eu un chargement de mélasse. Donc, il y a un bateau qui est arrivé qui a déchargé de la mélasse dans la citerne. Puis, on est l'hiver, hein. Fait que en janvier, il fait froid. Puis, dans les jours avant la catastrophe, il y a eu un réchauffement qui s'est produit et ça aurait causé le démantèlement finalement de la citerne. La citerne a carrément craqué, les rivets ont popé, puis la mélasse s'est déversée. Donc on parle de 8,6 millions de litres déversés dans les alentours de la ville. Il y a eu dans le plus haut pic, il y aurait eu une vague de 25 pieds de mélasse qui s'est déversée à une vitesse de 55 km/h. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut avoir l'air, mais ça ramasse rentre au poste, à peu près. Parce que la mélasse, c'est quand même consistant, là, la mélasse. Là. Oh, oui, c'est visqueux. Là, déjà, un tsunami, comme Mike disait, de l'eau, c'est quand même, ça frappe. Mais ça, c'est encore plus lourd que de l'eau. Fait que j'imagine pas le contact que t'as. Fait qu'il y a eu, évidemment, des ravages à travers le quartier, des bâtiments qui ont été emportés, des sous-sols inondés. Imaginez-vous 2 secondes, votre sous-sol inondé de mélasse. Ça n'a pas de bon sens, là. Sérieux. Là, t'as le goût de te faire des biscuits. Sacrément. Tu sais, il y a eu... Bon, évidemment, il y a eu des morts. Hein? Il y a du monde qui ont été juste ensevelis par la mélasse et qui n'ont jamais été capables de sortir de là. Frappés soit par les objets, par la vague. Il y a même des camions dans le port. Où est-ce que c'était? Parce que c'était pas loin d'un port, évidemment, hein, pour décharger la mélasse. Là. Il y a des camions qui se sont fait emporter puis qui sont fait sacrer dans la Charles River. Tellement ça a été fort. Et même pas tellement loin, il y avait aussi une espèce de l'ancêtre, si on veut, d'un train aérien. Il y a une des poutres qui s'est soulevée de par la force de l'impact de la mélasse sur la poutre. Ça a vraiment plié sur la force de la vague. Là, c'est pas, est-ce que tu sais en quoi était fait le tonneau qui retenait la mélasse? Parce que ça il a été conçu...
C'est en bois? Ben, c'était conçu en métal. Il y avait des rivets, finalement, qui fixaient les parois ensemble, si on veut. Et puis, ça a été fait à l'époque, c'était en 1917. Puis, il y a des scientifiques de Harvard qui ont fait des tests à petite échelle pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner, puis pourquoi ça aurait fait autant de ravages. Et ce qu'ils ont découvert, entre autres, c'est que, bon, premièrement, ça a été très mal conçu. Ça a été fait rapidement, dans des conditions où il n'y avait pas de permis, il n'y avait pas rien de loi par rapport à la construction de ce genre de matériel-là. Ouais, ça n'existait pas dans le temps, sûrement. Non, ça n'existait pas. Puis il n'y avait eu aucun test d'étanchéité de la citerne. Il n'y a pas eu de tests qui ont été faits à l'époque. Et assez fort que les gens dans le quartier allaient vers le cylindre pour récolter de la mélasse pour faire leur recette parce que la citerne fuyait. Wow. Elle coulait de façon récurrente. Puis il n'y a personne qui a levé le doigt. Ouais, personne a levé le doigt puis il me semble que ça coule. Business as usual, j'ai le goût de me faire des galettes, je vais aller à la citerne. Là, tu sais, ça ressemblait à ça. Fait qu'évidemment, ça a fait un ravage de 120 quelques morts, plusieurs blessés, des bâtiments vraiment énormes. Juste pour vous donner une idée, là, on était en janvier 1919. L'eau de la rivière a été brune jusqu'en juillet. Tellement qu'ils ont fait des ravages, parce qu'entre autres, ils se sont servis de l'eau de la rivière pour faire le nettoyage. Ça aurait pris 87 000 heures pour réussir à nettoyer toute cette mélasse-là. Et puis en janvier, en plus, ça doit avoir gelé puis tout, ça devait pas être lavable. D'ailleurs, pour dissimuler aussi les fuites sur la citerne, ils avaient peint la citerne brune. ça paraissait moins, hein? Si je le vois pas, ça existe pas, n'est-ce pas? Moi, j'aurais aimé ça, voir la personne qui allait chercher sa petite mélasse à chaque jour, tranquillement, puis là, il y en a un petit peu plus qui tombe. C'était assez particulier. Donc c'est ça. Fait que les tests, finalement, pour revenir à Harvard, les tests qu'ils ont produits, ça a vraiment confirmé la théorie sur laquelle la pression dans le réservoir a vraiment fait une très grande variation. C'est-à-dire que dans les jours précédents, il y a de la mélasse chaude qui s'était ajoutée dans la citerne qui était froide, étant donné qu'on était l'hiver. Et ensuite, la température a remonté au-dessus du point de congélation cette journée-là. Il faisait 4 ou 5 degrés lors de la catastrophe. Donc, la pression a monté énormément. Puis là, ça a vraiment fait céder les parois. Puis là, tout a déferlé comme mélasse. Fait qu'on a passé de moins 17 degrés à 4 degrés, pour vous donner une idée, là, en peu de jours. Yes. Dans les suites de ça, évidemment, il y a eu des procès. Puis ça a été d'ailleurs un des premiers procès civils de poursuite là, par rapport à des bris de bâtiments qui ont mené après ça à des modifications législatives au niveau des bâtiments. Là. Donc on parle de 125 poursuites. La compagnie en question, la United, attendez, comment je vous ai dit ça? C'est la United States Alcohol Company, a été condamnée à 625 000 $ d'amende. Ce qui est quand même pas beaucoup. On parle de 5 000 $ par personne, là, pour 5 000 $ par personne décédée. Parce que dans les argumentaires que j'ai notés, on disait que les victimes étaient surtout des ouvriers qui n'auraient pas eu des gros salaires de toute façon. Pourquoi on indemniserait plus? C'était du monde sans peu de valeur. Fait que on s'en sacre un petit peu, là, dans le fond. Mais c'était une somme. C'est sûr qu'en 1919, ce montant-là, c'est à peu près l'équivalent d'une centaine de mille de piastres. Non, de pas, c'est pas ça. Même plus que ça. En 1919, c'est quand même un bout, là. Mais la croissance a eu le temps de monter en masse. Je trouvais quand même la raison assez loufoque là, de dire bon, c'est rien que des petits ouvriers, on s'en calisse bien. Et aujourd'hui, si on se promène, là, l'endroit existe, mais c'est plus une distillerie comme à l'époque. Là. Évidemment, ils n'ont jamais reconstruit la citerne par la suite. Là. Ça a juste été... non, ça n'a pas été reconstruit. Et les terrains ont même été rachetés par la ville. Et la ville, c'est... Maintenant, là, si on y va aujourd'hui, là, c'est un stade municipal de baseball qui est là. Et puis, le silo serait à 20 pouces du sol. Donc, tout ce qui est le solage du silo en question serait à 20 pouces en dessous du diamond, finalement, là, de baseball. Là. Et quand il fait très chaud l'été, les résidents disent que ça sent encore la mélasse.
Tellement que ça l'aurait imprégné. Ça sentirait encore, quand il fait bien chaud l'été, là, ça sentirait encore la mélasse dans le secteur. Est-ce une légende urbaine? Je n'ai pas été validé moi-même, je ne sais pas. Ouais, mais dans les années qui ont suivi, les gens disaient que ça sentait encore la mélasse, c'est sûr, ça devait être imprégné partout. Mais qu'est-ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a une factory de mélasse qui est juste à côté. Genre, ils font des biscuits à chaque jour. Ouais, non, ça sent encore la mélasse. Sorti ça à grande. Bon, on va voir si on s'était vérifié ça. Faudrait aller voir ça, effectivement. Si on peut. Puis ça m'a amené, parce que sur Wikipédia, des fois, ils suggèrent d'autres articles. Ça m'a amené à un autre désastre un peu du même genre, mais peut-être avec moins d'impact. Là. Mais à Londres, il y a eu un... Mais est-ce que tu cherchais des tragédies plus que présentement, ou c'est quoi ton début de recherche? Comment je suis arrivé à ça? Hey, je me souviens même pas comment je suis arrivé à ça, sérieux. Finalement, en cherchant la mélange, non, mais comment je suis arrivé là-dessus? Hey, je sais pas. Je me souviens pas comment je suis tombé là-dessus, mais je me suis intéressé, puis ça a fait un segment de podcast intéressant. Mais l'article qui était suggéré, avec ça, il y a eu un équivalent à Londres. Mais là, au lieu d'être de la mélasse, c'était de la bière. Il y a eu un genre de... Blé est content, là. C'était un genre de citerne de 22 pieds de porter, de la bière porter, qui s'est affaissée. Un peu de la même façon, sauf que ça n'a pas fait autant de morts. Là. Ça a fait 8 morts, là, surtout les gens qui étaient des employés autour de la dite citerne. Là. Surconsommation, je présume qu'ils sont décédés. Ou ceux qui ont accueilli la vague de même. Je ne sais pas si la bière était prête, par exemple. Ça le dit pas dans l'histoire. Mais il y a eu 8 morts. C'était en 1814. Une compagnie de bière qui n'existe plus, évidemment, parce qu'ils ont fait faillite à la suite de ça. Là. Donc, ça aussi, il y a eu un London Beer Flood, qu'on appelle dans le jargon. Alors, c'est une bière qui tue, effectivement. Mais celle de la mélasse, franchement, c'est intéressant. Puis même, il y a des photos qui existent de la tragédie aussi, où ce que tu vois les monde 2 pieds dans la mélasse. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais tu vois les désastres, les bâtiments qui se sont affaissés. Là. Et y avait-tu la neige? C'est intéressant. Pas sur les photos que j'ai vues, honnêtement. Là, il semblait pas avoir de neige. Par contre, écoute, on peut supposer qu'il devait en avoir, mais avec la mélasse qui est arrivée, ça a dû aider à faire fondre la neige. Ça devait être assez chaud pour ça. Mais un autre élément que je vous ai pas dit aussi, tu sais, quand les gens, mettons, se sont ensevelis dans la mélasse, par exemple, ils étaient pris dans la mélasse, là. Ouais. Avant que les secours arrivent, ça a pris plusieurs jours dans certains cas. Puis les gens sont juste morts sur place parce qu'ils étaient pas en mesure de se faire secourir par d'autres personnes. Ils étaient comme pognés puis ils pouvaient pas sortir. Ils étaient complètement pris parce qu'après ça, il s'est remis à faire froid. Fait que là, les gens étaient comme un peu comme condamnés. Là, pareil, comme si t'étais dans du sable mouvant puis que tu gelais autour. Là. C'est comme... T'es pogné là. C'est comme Pompéi, dans le fond. Comment? Pompéi. Pompéi. Ouais, c'est un peu le même genre, là, effectivement. Mais ça devait être une mort atroce, là. Mais tu sais, tu peux manger quand même, tu sais, comme malade. Mais malade, c'est peut-être pas nécessairement bon. Je me nourris de ma mort. Tandis que Pompéi, un peu de lave, ça te laissait pas grand-chose. Ouais, ça c'était vite, tant de même. Eux autres, c'était ça devait être beau, bien. C'était une longue durée. Ben, merci beaucoup. Fait que, mais il y a des articles là-dessus aussi, sur la presse, entre autres, il y en avait. Radio-Canada, il y avait aussi un article là-dessus. Mais les gens, il n'y a pas énormément d'informations autour de ça, mais par exemple, les tests qu'ils ont fait à Harvard, c'est quand même intéressant. Ils ont recréé ça à petite échelle pour vraiment valider les hauteurs de vagues parce qu'ils pensaient que 25 pieds, c'était galvaudé puis que c'était la légende, dans le fond. Ben, ils ont vraiment recréé ça 1000 fois plus petit, puis ils ont fait des calculs, puis ils ont dit non, il y a vraiment eu des vagues, très certainement, à 25 pieds de hauteur et 55 km/h de vitesse. C'est quelque chose quand même. Je vais l'imaginer un surfer sur la vague. Je trouve ça Je sais pas comment l'autre peut faire ça à mélasse, honnêtement. Je sais pas quel genre de cire tu mets en dessous de ta planche pour que ça arrête, je sais pas. Fait que c'est ça, fait qu'une petite recherche intéressante, c'est bien fascinant en tout cas comme désastre. Désolé pour les familles évidemment éprouvées là. Hein? Je envoie mes plus sincères condoléances. C'est comme c'était hier. Ouais, c'est ça. Ça revient à un sujet que tu as parlé plus tôt.
que c'est des tragédies qu'on se souvient plus parce qu'il y en a d'autres qui ont surpassé. C'est exactement. Puis même qu'à Boston, dans les articles que j'ai lus de journaux, il y en a justement qui disent qu'il devrait y avoir plus de commémoration parce qu'il y en a un pour le 100e anniversaire de la tragédie là, en 2019. Mais la seule chose qui existe, si on va au stade de baseball, c'est une plaque qui a l'air d'être à peu près grosse de même, qui dit qu'il est arrivé cet incident-là en 1919. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est juste une petite plaque sur un mur de briques, puis arrangez-vous avec ça. Fait que, mais si tu fais un tour de ville, il paraîtrait que les gens qui font les tours de ville, là, comment t'appelles ça, les guides, vont faire le tour dans ce secteur-là, mais à proprement dit, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas eu un musée, il n'y a pas quelque chose à voir à part la petite plaque. C'est un petit peu dole, honnêtement. Ben, maintenant, un musée. Puis vu qu'ils n'ont rien reconstruit. Un musée de la mélasse, pourquoi pas? C'est tellement populaire de la mélasse. Tout le monde mange ça, de la mélasse. Avec Moi, la je sais Sam de la Adams. mélasse. La Sam Adams de mélasse. Non, mais de la mélasse, mettons, t'as-tu ça chez vous, Will, de la mélasse, mettons? Absolument pas. Toi, Blais? Miaou. Je pourrais même Ça pas non dire à quoi plus, ça tu sais, ressemble. Ça doit être brun, je présume, mais C'est brun, très visqueux. Honnêtement, ça a un goût très, très prononcé. Fait que j'aurais tendance à croire que ça l'a senti plusieurs années, là, parce que c'est quand même une odeur assez coriace. Là. J'aurais tendance à croire que ça a senti plusieurs années. Je sais pas si ça sent encore aujourd'hui, là, 100 ans plus tard. Ça peut avoir un petit brin changé. Là. Ça doit sentir plus la merde de mouette que je juste en Probablement. Mais très intéressant. En tout cas, il paraîtrait aussi qu'il y a un livre, s'il y en a qui sont intéressés, là, sur le Boston Massacre. Ben, merci beaucoup, Vincent, pour ce sujet collant, comme on dit. Qui colle à la peau. Non, c'est juste de l'eau.